C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. Nickel. Alors, on va commencer. On te voit en grand, tu peux commencer. Ah, vous me voyez en grand. Moi, je C'est ne suis pas bon. obligée de vous mettre en grand. Non, en fait, voilà, tu cliques sur toi et tu te mets mettre en Ouais, ouais, ouais. évidence. C'est bon. Parce que je préfère voir les petits carrés que de me voir parler, en fait. Ah oui, mais nous, derrière ça que tu as mis en évidence, tout le monde te voit en grand, même si toi, tu nous vois aussi. Ok, génial. Bon, bah, c'est bon alors. Bon, alors déjà, bonsoir à tous. Donc, je me présente, Noémie Ramadi. Je ne sais pas qui était là à la première conférence que j'avais faite pour Tilsit. Je ne sais pas si vous étiez là. En tous les cas, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, j'habite en Israël. Ça fait 14 ans maintenant, bientôt 15. J'ai 5 enfants, grâce à Dieu. Et je suis formatrice, en fait, pour parents, avec la méthode Schaeffer. Donc, qu'est-ce que la méthode Schaeffer? C'est une méthode israélienne, en fait, sur l'éducation des enfants. Et cette méthode, elle a littéralement changé ma vie dans l'éducation de mes enfants, dans mon couple, dans ma vie en manière générale. Ça m'a complètement changé ma façon de penser. Et voilà. Donc, si vous voulez, cette méthode-là, ça aide les parents à être plus sereins, plus calmes, à comprendre les dynamiques qui se passent avec les enfants. Et voilà. Donc, ce soir, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui est assez important, surtout avant Pessah. Donc, je vais commencer par une petite histoire et puis après, on va dériver sur le sujet du bon œil. Voilà. Alors, une petite histoire assez fréquente qui vous est sûrement déjà arrivée. Donc, vous allez passer un Shabbat ou vous allez passer un dimanche chez vos parents ou chez vos beaux-parents. Et donc, tout se passe bien avec vos enfants, ils se comportent super bien, tout va bien. Et juste avant le repas du midi, alors la mamie dit, voilà, si vous mangez bien, à la fin du repas, vous aurez une surprise. Et là, il y a un de vos enfants qui fait un très, très gros caprice pour avoir la surprise tout de suite. Alors, ce caprice, il dure 10-15 minutes. À la fin, on gère le caprice. La mamie, elle arrive à gérer et puis ça passe. Et puis après, la fin de la journée, il se passe parfaitement. Voilà, arrive la fin de la journée. Vous avez passé 5 heures chez vos parents ou chez vos beaux-parents et vous êtes sur le chemin du retour dans la voiture. De quoi est-ce que vous allez parler avec vos enfants? Vous pouvez répondre si vous voulez. Vous pouvez sortir du mute. Moi, personnellement, on va forcément passer en revue ce qui s'est passé et forcément le gros caprice aussi. Exactement, le caprice. Donc, en général, c'est tout ce que tous les parents me répondent. Ben, on va parler de ce caprice-là, que c'était pas joli, que ça se fait pas, qu'il faut pas qu'il recommence. Et en fait, sur 5 heures euh, de, de temps qu'on a passé chez nos parents, chez les grands-parents, on rapporte uniquement les 10-15 minutes du mauvais comportement. On parle des 10-15 minutes négatives. Alors maintenant, c'est pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut éduquer nos enfants. On veut améliorer leur comportement. On ne fait pas ça d'un mauvais sentiment. Ce n'est pas quelque chose de... on cherche que le mal. On fait vraiment ça pour chercher à améliorer nos enfants. On fait vraiment cela par amour, d'accord? Mais lorsque je vais éduquer ici, c'est plutôt vouloir faire le bien à mon enfant, le contrôler, afin qu'il se comporte bien, d'accord? Donc automatiquement, quand mon enfant se comporte bien, eh ben, je ne m'en occupe pas, je ne m'en mêle pas, je lui en fais pas part, d'accord? C'est quelque chose de logique et je passe. Mais je me préoccupe donc de manière générale des mauvaises choses, là où mon enfant se comporte mal. Donc, lorsque je fais ces remontrances dans le mauvais, dans le négatif, est-ce que j'atteins mon objectif? Est-ce que vous pouvez être sûr que la prochaine fois, l'enfant, il ne refera plus ce caprice? Est-ce qu'on peut en être sûr et certain? Est-ce que la prochaine fois qu'on va aller chez nos parents, il ne va pas y avoir une autre crise qui va se passer? Donc, peut-être qu'en fait, il y a une autre solution à ça, à faire des remontrances dans le négatif. Alors, j'aimerais vous poser une question. Je vais peut-être y répondre. La poser et la répondre. Lorsque quelqu'un fête son anniversaire et qu'on dit, voilà, bénissez la personne qui fête son anniversaire. En général, comment est-ce qu'on bénit une personne qui a son anniversaire? On lui dit que tu sois toujours heureuse, que tu sois toujours en bonne santé jusqu'à 120 ans, que tu aies toujours des bonnes choses, etc., etc. En fait, on pense que de bénir une personne, c'est de lui souhaiter dans le futur.
que par la suite, elle est que du bon. D'accord? Maintenant, dans la paracha de Bilam et Balak, on comprend ce qu'est réellement une bénédiction. Alors, c'est dans Bamidbar, Pérec 23, Passouk 9. Alors, je vais vous le dire avec mes mots, mais vous pouvez aller chercher la vraie source, d'accord, où ça sera bien écrit. Donc, en fait, Balak, c'est le roi de Moab. Et Balak, il appelle Bilam pour que Bilam vienne maudire le peuple juif. D'accord? C'est le but de Balak. Et Bilam, en fait, c'est un diseur de malédiction, en fait. Et il appelle Bilam et il lui montre le peuple. Et il lui dit, vas-y, maudis le peuple juif. Et Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je dis dans mes mots, hein, il dit, c'est un peuple qui vit seul et n'appartient à personne. Et Bilam se souhaite d'être comme eux. Et là, Balak lui dit, mais je t'ai dit de les maudire, pas de les bénir. Et c'est là qu'on voit le mot bracha, bénédiction dans la Torah. Alors, on ne voit pas que là, hein, bien évidemment, mais c'est là qu'on apprend vraiment ce qu'est une bracha. En fait, qu'a fait Bilam? Bilam, il a tout simplement décrit une situation positive. Il a décrit ce qu'il voit et il voit le bien. Il voit le bien dans le peuple. La bracha, en fait, la bénédiction, c'est une description d'une bonne situation ou d'un bon contexte, d'une bonne chose. D'ailleurs, dans la langue française, qui est assez riche aussi, bénédiction, béné, c'est le bien, et diction, c'est la parole, c'est dire le bien. Si vous faites, par exemple, la prière sur l'eau, par exemple, dites Baruch Ata, c'est béni sois-tu Hachem, Sheakol Yabit Baro, que tout vient de Dieu, que tout est que tout vient d'Hachem. On décrit encore une fois la chose. On ne souhaite pas, on décrit une bonne chose. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Et pourquoi voir le bien, c'est une bénédiction? Faites le bon, il multiplie le bon. C'est quelque chose qui a été qu'on remarque énormément, que lorsqu'on met toute notre énergie, tout notre focus dans le bon, tout devient bon. Alors, par exemple, en Israël, à l'époque, quand l'État d'Israël a commencé à être créé, alors au cinéma, les gens, avant le film, il y avait la pub. Mais ce n'était pas la pub de Magnum ou de Häagen-Dazs ou des glaces super bonnes et tout qui envie. Ce n'était pas du tout ça. C'était en fait de la propagande sur, voilà, ce mois-ci, l'État d'Israël a créé une ville, une route. Ce mois-ci, telle et telle personne ont reçu le prix Nobel, etc., etc. C'était sans arrêt des propagandes qui faisaient en sorte que le peuple voyait vraiment que des bonnes choses qui se créaient en Israël. J'ai une autre histoire aussi proche, une copine à moi qui est professeure en primaire et elle est prof principale. Et donc, tous les mercredis, c'est son jour de congé. En Israël, la prof, elle a un jour de congé, mais les enfants, ils travaillent tous les jours. Et donc, le mercredi, si vous voulez, elle ne venait pas en cours, elle ne venait pas au travail. Et donc, c'était d'autres profs qui s'occupaient de sa classe. Et c'était le bazar complet avec cette classe. Il y avait des énormes problèmes de discipline. Et du fait que tous les jeudis, elle devait s'occuper de tout ce qu'on lui disait. Voilà, un tel s'est comporté comme ça, dans ta classe, il y a eu ça, il y a eu ça. Et tous les jeudis, en fait, elle faisait que de la discipline pour régler tous les problèmes qu'il y avait eu la veille. Et il y a une prof qui travaillait dans cette école-là, une amie à moi, qui a étudié aussi la méthode Schaeffer et qui a fait un cours justement sur le bon œil. Et qui dit dans la salle d'épreuve, voilà, au lieu de lui dire tout ce qui s'est mal passé et de noter tout ce qui s'est mal passé, maintenant on écrit tout ce qui s'est bien passé, tout ce que vous voyez de bien dans cette classe. Vous prenez un petit carnet et vous écrivez sur ce carnet toutes les bonnes choses. Donc c'est ce qu'ils décident de faire. Et voilà, la semaine, donc ils achètent un carnet. Le mercredi, ils ont commencé à écrire toutes les bonnes choses qu'ils ont vues dans cette classe. Et les problèmes de discipline dans cette classe ont disparu. Il n'y a plus jamais eu de problème majeur. Après, des petits problèmes comme dans toutes les autres classes, mais il n'y a plus jamais eu ce gros problème-là de discipline dans cette classe. Parce qu'en fait, le bon multiplie le bon. D'accord? Le Rabbi de Lubavitch aussi disait tout le temps, un hôpital en hébreu, on dit Bet Cholim, la maison des malades. Et le Rabbi de Lubavitch, c'était d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, a dit, si on appelait les hôpitaux Bet Refoua, Bet, c'est-à-dire la maison de la guérison, au lieu de l'appeler la maison des malades, il y aura beaucoup plus de réussite dans la guérison, justement. Donc, encore une fois, quand je vois le bien, d'accord, je le multiplie. Maintenant, je vais vous parler de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il nous dit comme ça.
s'il y a un paquet qui sent mauvais, d'accord, on peut prendre l'exemple d'un sac poubelle, et que je le mets dans un coin, le sac poubelle. En fait, quand c'est qu'il va sortir une mauvaise odeur? Quand je vais m'en occuper, quand je vais le remuer, quand je vais jeter quelque chose dedans qui va être remué. Mais si je le laisse dans son coin, je ne le sentirai pas, ce sac poubelle. En fait, c'est uniquement si je m'en préoccupe que je le remue que la mauvaise odeur va sortir. Et c'est exactement à l'inverse que si je m'occupe du mal, le mal aussi se multiplie. Comme quand je vois plein de choses mauvaises, alors ça se multiplie aussi. Par exemple, on peut voir ça dans les informations. Si on voit une histoire de suicide, par exemple, ici en Israël, il y a eu des sacrées histoires de mamans qui se sont suicidées. Et ben après, il y a eu 2-3 autres cas qui ont tout de suite découlé par la suite. Voilà. Quand il y a des choses mauvaises aussi, ça multiplie le mauvais. Il y a eu une période en Israël où il y avait un braquage à la moto. C'était quelque chose de nouveau. C'était un mec qui venait braquer les banques sur sa moto. Et après, donc, il braquait les banques et il partait avec sa moto et il mettait sa moto dans un camion. Et donc, on ne le trouvait jamais. Et donc, à chaque fois, ça passait aux informations, ça passait aux informations. Et puis, un beau jour, ils ont découvert qu'il y avait un autre braquage à la moto. Il y a eu 2 braquages à la moto au même moment. Donc, ils ont compris que ça commençait à se propager, qu'il y avait d'autres personnes qui avaient pris l'idée de ce motard braqueur. Et donc, ils ont demandé conseil à un expert en communication. Et l'expert en communication leur a dit, il faut arrêter de le publier. Il faut arrêter d'en parler aux informations. Il faut arrêter de le publier dans le journal. Ils ont arrêté de publier les cas de braquage à la moto et ça s'est arrêté comme c'est venu. C'est-à-dire que ça a complètement disparu comme c'était venu. Alors, j'aimerais vous montrer un petit film. Alors, je vais faire le partage d'écran. Vous allez me dire si vous voyez. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Alors, vous allez compter. Alors, ceux qui connaissent le film, vous ne dites pas la réponse. Et ceux qui ne connaissent pas, vous allez compter en fait le nombre de passes des joueurs blancs. D'accord? C'est parti. Après, je veux bien que vous sortiez du mute pour me dire combien de passes vous avez vues. C'est parti. Les joueurs blancs. Lyon, Marseille. Car ces zones périphériques sont des marchés très porteurs. En témoigne cette carte des parcs de sa région. En vert, les zones où les ventes ont progressé l'an passé. Alors, non, c'est bon. Alors, combien vous en avez compté? J'en avais 13. Alors, il y en avait 15. La réponse était 15. Et ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse au final. Est-ce que vous avez vu le gorille? Nissim, tu avais vu le gorille ou pas? Eh ben non, forcément, parce que j'étais concentré sur le truc. Exactement. Voilà. Je ne sais pas qui a vu le gorille et qui ne l'a pas vu, mais le voilà. Il était là même tout à l'heure quand vous avez compté. Et quand vous étiez concentré sur les blancs, eh bien forcément, vous n'avez pas vu le gorille. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cette vidéo? Je ne sais pas, comme vous ne sortez pas du mute, donc du coup, je ne sais pas qui a vu le gorille, qui n'a pas vu le gorille. Mais, A priori, personne ne l'a vu. Vous ne l'avez pas vu. Non, logiquement. Stéphane, ça veut dire que tu ne l'as pas vu le gorille? Si tu me mets la main comme ça. Ouais, pas du tout. Pas vu du tout. Voilà, c'est ce qui se passe en général. Et pourquoi je vous montre ce petit film en fait? Parce que tu aimes les gorilles? Voilà, exactement. Comment tu savais? C'est exactement pour ça. Donc voilà. Non, en fait, je vous montre ce film pour vous montrer qu'on a la vision sélective. En fait, on choisit quoi regarder. Alors attendez, j'entends encore YouTube. Je vais sortir. Voilà, c'est bon. En fait, on a la vision sélective. On peut choisir, en fait, on ne s'en rend pas compte, des fois c'est inconscient, mais on peut choisir quoi regarder, on peut choisir sur quoi nous concentrer. D'accord? Et si je laisse le mauvais côté, je gagne 2 choses. La première chose, c'est que je vois les choses en proportion. Je fais la part des choses. Et la deuxième chose, je ne donne pas au mal le droit d'exister. Parce qu'en fait, je ne me concentre pas dans le mal et je ne lui donne pas le droit d'exister, en fait. Je me concentre que dans le bien. Si je reprends l'exemple de Rabbi Nachman avec le sac poubelle et que je reprends ces 2 choses-là que je gagne, la première, c'est que si je mets le sac poubelle de côté, je fais la part des choses. Il n'est pas obligé de prendre autant de place
dans mon occupation, il n'est pas obligé de prendre de la place. Mais le pire, c'est qu'il ne fera même pas d'odeur. C'est-à-dire que si je ne m'en occupe pas, l'odeur, elle n'existe même pas. En fait, il y a aussi quelque chose que je trouve vraiment percutant, c'est que l'obscurité, elle n'existe pas en elle-même. Et en fait, on ne peut pas créer de l'obscurité. On peut enlever la lumière et alors il y aura de l'obscurité. Et justement, là, juste avant Pessah, la marloquette, le débat qu'il y a dans la Gemara, c'est vraiment de savoir l'obscurité. Il y a eu la plaie des ténèbres et il y a seulement dans cette plaie-là où on n'arrivait pas à faire disparaître l'obscurité, justement. Que même si on allumait de la lumière, l'obscurité ne partait pas. Mais sinon, en règle générale, l'obscurité n'existe pas en elle-même. Je vous montre une petite photo que j'adore. En fait, voilà, est-ce que vous voyez la photo là? Oui. Du ciel? En fait, vous voyez, c'est le ciel avec tout gris, avec les nuages. Et puis là, on a cette petite éclaircie en fait. En fait, il faut savoir que même si tout est gris, il y a, au final, tout ça, ça existe, mais c'est pas ça la réalité. Parce que c'est comme quand vous prenez l'avion sous la pluie, par exemple. Si ça vous est déjà arrivé de prendre l'avion sous la pluie, l'avion, il monte, vous traversez les nuages, et où est-ce que vous vous retrouvez? Dans le ciel bleu avec le soleil. Et je trouve ça vraiment percutant. Cette image-là, elle me percute à chaque fois. Quand je concentre mon regard sur cette éclaircie-là, je sais qu'au final, je peux me concentrer dans le bon et savoir que c'est là-dedans que je veux me concentrer et ne pas voir tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc je sais que tout est lumière au final. Alors, qu'est-ce que le bon œil? On a dit que le bon œil, c'était voir le bien. Et qu'est-ce que c'est voir le bien? C'est bénir. Donc en fait, quand je vois le bien dans mon enfant, si je me concentre et je vois le bien en lui, je le bénis. Si je vois le bien dans mon mari ou dans ma femme, je la bénis. Quand je vois le bien dans ma maison, je bénis ma maison. En fait, voir le bien, c'est une force incroyable. C'est une force de bénédiction. On n'a même pas besoin de parler, tout simplement de le voir. Et encore une fois, je peux concentrer mon regard. Comme on l'a vu, on peut choisir quoi regarder et sur quoi se concentrer. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer un autre outil. Ce n'est pas uniquement de la bénédiction, mais il y a un autre outil avec le bon œil. Alors, lorsque Bilam bénit le peuple, Balak, très très énervé, l'amène dans un endroit en hauteur pour que vraiment il puisse voir le côté un peu plus sombre du peuple. Il l'amène dans un autre endroit où voilà, c'est un côté un petit peu plus sombre du peuple. Et il l'amène en hauteur. C'est important la hauteur. Et il espère qu'ainsi Bilam va voir et va voir des choses mauvaises et qu'il va pouvoir maudire le peuple. Et là, Bilam dit, encore une fois, je le dis dans mes mots, c'est un peuple très pudique. En fait, qu'est-ce qu'il voit Bilam? Il voit que l'ouverture des tentes, elles ne sont pas l'une en face de l'autre, mais que le peuple juif, il a organisé ses tentes avec les ouvertures l'une derrière l'autre. Ainsi qu'ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait les uns chez les autres. D'accord? Et ça, Bilam, il l'a vu parce qu'il était en hauteur. Et du fait d'être en hauteur, il a pu regarder ça, il a pu avoir une vie d'ensemble. Et de nouveau, il a fait une belle description du peuple. Et au grand malheur de Bilam, il a de nouveau béni le peuple. Le bon œil, c'est aussi un outil pour voir son prochain de loin, d'avoir une vue d'ensemble et ne pas voir chaque petit bouton, chaque petit problème qu'a la personne. Quand je regarde mon enfant de loin, c'est-à-dire une vue d'ensemble, je peux voir combien il est merveilleux, mon enfant. Je peux voir qu'au final, son âme est merveilleuse. Même s'il y a des petites choses qui m'embêtent, il fait des petites choses ou des grosses choses qui sont un petit peu... Ces actions ne me plaisent pas, d'accord? Si je regarde de loin, je vois que mon enfant en lui-même, il est bon. J'aimerais vous montrer la dernière petite vidéo qui montre encore une fois qu'est-ce que la vue d'ensemble nous permet. Alors, je fais le grand écran. Voilà, vous voyez? C'est bon? Je commence? Alors là, on voit une maison pleine de tissus, tout en bazar. D'accord? Moi, si je rentre dans une maison comme ça, je m'en vais en courant parce que c'est un petit peu trop de bazar. Et là, regardez, on commence à prendre de la hauteur. Je vous laisse regarder par vous-même. Et voilà, c'est ça qu'on voit en hauteur. Il n'y a plus de bazar du tout là. Voilà.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en Israël au Kotel pendant la Birkat HaKohanim ou pendant des fêtes. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai fait l'Aliyah en Israël. On nous a amenés à Sukkot faire la Birkat HaKohanim. Donc, on va au Kotel et il y a les Kohanim qui font la prière et qui bénissent en fait tout le pays, tout le peuple d'Israël. Et on nous a amenés là-bas. Et en fait, j'ai un petit peu honte de dire ça, mais la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de m'enfuir, de partir. On était tous serrés les uns sur les autres. Il faisait très chaud, ça sentait la transpiration. On se faisait marcher dessus, etc. On n'a même pas pu arriver au cocktail. Enfin, on était vraiment les uns sur les autres. Le lendemain, dans le journal, il y a une photo prise d'un avion de cet endroit-là, au cocktail, et pendant les Birkat HaKohanim. C'est la plus belle photo que j'ai jamais vue de ma vie. C'est-à-dire qu'on voit tout le peuple réuni au Kotel et les Kohanim devant comme ça qui prient. Encore une fois, des fois quand on se trouve dans le problème, à l'intérieur, vraiment, on regarde chaque petite chose, on n'arrive pas à voir le bien. Quand on fait 10 pas en arrière, on prend un petit peu du recul, ça nous permet de voir une vue d'ensemble et cette vue d'ensemble, elle est merveilleuse. Exactement comme dans ce petit film que je vous ai montré avec le portrait. Alors, face à mon enfant, c'est exactement la même chose. Face à mon mari, face à ma belle-mère, face à mes parents, c'est exactement la même chose. Des fois, on est concentré dans les mauvaises choses, dans les choses qui nous énervent. Si je prends un petit peu de recul, je peux voir au final, dans la vue d'ensemble, combien ces personnes-là sont bonnes au fond d'elles. Alors, je ne dis pas que je dois accepter, d'accord, le comportement négatif. On va prendre nos enfants, d'accord. Vous allez me dire, oui, mais alors, s'il fait un comportement négatif, alors en fait, tu l'acceptes, tu dis rien. Alors, je ne dis pas ça. Le bon œil, je ne suis pas obligée d'être d'accord avec le comportement de l'enfant, mais en fait, je fais le bon œil sur mon enfant. Pas sur son comportement ou pas sur son action. Je peux ne pas être d'accord. Je peux lui dire, voilà, écoute, ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Mais savoir que lui, mon enfant, il est bon. Ce n'est pas un méchant qui ne fait pas exprès, qui n'est pas... Ne pas me concentrer là-dedans. Prendre une vie ensemble, ne pas être d'accord avec cette action-là, mais faire le bon œil sur mon enfant. Je vais vous raconter, je vais vous donner un exemple, d'accord, un très bel exemple que j'aime beaucoup. Comme si que votre arrière-arrière-grand-mère vous laisse un héritage. Vous recevez un héritage et en fait, on vous amène un bloc de boue. Alors, on vous dit, voilà, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-mère vous a légué, un bloc de boue. Alors, vous dites, non, mais c'est une blague, pourquoi un bloc de boue? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a quelqu'un qui vient vous dire dans l'oreille, qui vous dit, en fait, à l'intérieur de ce bloc de boue, il y a un diamant qui vaut des millions. En fait, votre arrière-arrière-grand-mère, elle a vécu des pogroms, elle a vécu des choses où elle voulait cacher ce diamant. Donc, ce qu'elle a fait, elle l'a mis à l'intérieur d'un bloc de boue, elle le mettait à sa fenêtre. Et comme ça, elle était sûre que personne n'allait aller chercher dans ce bloc de boue. Comment est-ce que vous allez regarder ce bloc de boue à présent, une fois que vous savez qu'il y a un diamant de plusieurs millions à l'intérieur? Vous allez regarder différemment. Et c'est exactement pareil avec nos enfants. Nos enfants, au final, ils ont comme une écorce. Mais à l'intérieur, ils ont leur âme, leur neshama. Et cette âme-là, elle est bonne. Et des fois, on est concentré sur le bloc de boue, sur ce qui recouvre le diamant, parce que l'enfant fait telle ou telle action. Et nous, on est concentré là-dessus, c'est ce qu'on voit. Mais si je vous dis, comme ce bloc de boue, à l'intérieur de cet enfant, de cette écorce-là, il y a sa neshama. Et ton enfant, en fait, il est merveilleux. Et tu peux le voir. Si tu te concentres sur le bien et que tu choisis de voir le bien, alors tu peux voir combien ton enfant est bon. Donc, et en même temps, tu le bénis quand tu vois le bon. Donc, encore une fois, je peux choisir de concentrer mon regard sur le bon et pas sur le mauvais. Alors, j'entends déjà la question des gens qui me disent, alors on fait l'autruche. Voilà, on fait l'autruche, c'est la première question. Et la deuxième question, alors on n'éduque pas nos enfants. Alors, je vais répondre à chaque question. C'est les questions qui se posent en général. Et puis après, si vous avez d'autres questions, bien sûr, il y aura du temps pour les questions des attachés. Donc, déjà, j'aimerais dire par rapport à ne pas faire l'autruche. Je ne dis pas de faire l'autruche, mais je dis de voir le bien. C'est complètement différent. En fait, je dis de se concentrer dans le bon. C'est-à-dire, une autruche, elle ne voit rien. C'est-à-dire, elle se dit, je ne vois pas, je ne suis pas préoccupée. Non. Au contraire, je dis, je vais regarder, mais je choisis de voir le bon.
D'accord? Ce n'est pas du tout faire l'autruche. C'est se concentrer sur le bon côté, sur le diamant qui est à l'intérieur de mon enfant. Vous connaissez dans les séries américaines où ils mettent des lunettes infrarouges et on peut voir à travers les murs. Ou tout simplement quand on fait une échographie et qu'on peut voir à travers. Mais c'est exactement ça. Vous pouvez mettre vos petites lunettes infrarouges et voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a cette neshama, il y a ce diamant qui brille dans vos enfants. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas faire l'autruche. Et aussi de voir le bien. C'est important de savoir que c'est mon affaire. Parce qu'en fait, on croit toujours qu'on peut contrôler les autres. On peut contrôler nos enfants, etc. Mais en fait, on ne peut pas vraiment les contrôler, même si on le pense. Parce que nos enfants ont le choix. Ils ont le libre arbitre. Non pas que moi, je leur laisse le choix, mais qu'on est avec le choix. Et donc, quand je vois le bien, c'est mon affaire. Je ne dépends de personne. Je choisis, moi, de me concentrer sur le bien. Ça ne dépend pas de mon enfant, ça ne dépend pas de mon mari, ça dépend de personne, mais que de moi. Et dans la vie, on est sans arrêt occupé dans les affaires des autres, mais pas suffisamment dans mes propres affaires à moi. Et de faire le bon œil, c'est justement mon choix à moi, c'est mon affaire, c'est ma force à moi. Et donc même, je ne suis pas obligée d'être d'accord avec l'action de l'autre, mais je peux me concentrer sur le bien et ne pas perdre mon énergie justement à avoir le mal et à me concentrer dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à l'éducation, quand on dit, alors on n'éduque pas nos enfants, en fait, on leur dit pas, donc comment il va savoir la prochaine fois? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent parce que aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, ce qu'on entend très souvent, c'est le problème des parents, c'est mon enfant doit être heureux et mon enfant doit être bien éduqué. Si jamais il y a une de ces deux choses qui ne marche pas, ça veut dire que j'ai échoué dans mon rôle de mère. Alors, la première chose, c'est que quand je pose une question à chaque fois dans les ateliers que je fais aux parents, de compléter ma phrase. L'essentiel est que mon enfant soit, et donc tout le temps on continue heureux, bien dans sa peau. Et donc je demande quel est le message qu'on fait passer à nos enfants, inconsciemment. Quel est le message? Qu'être heureux, c'est prioritaire, et que la difficulté, c'est quelque chose d'horrible. Et en fait, c'est faux. Parce que la difficulté ou l'échec, c'est quelque chose qui nous construit. L'important chez l'être humain, c'est de se sentir important, de faire des bonnes actions. Est-ce que vous êtes toujours heureux dans votre vie? Est-ce que vous avez... je suis sûre qu'il y a des gens qui ont peut-être eu des difficultés à se marier ou alors qui ont eu des difficultés à avoir des enfants. Mais une fois que vous vous êtes marié, une fois que vous avez eu des enfants, est-ce que vous êtes toujours heureux? Non, parce qu'on vit, on a des difficultés qui arrivent, on a des échecs et on se construit de ça. Donc au final, ce qu'on veut, nous, c'est avoir de la satisfaction. Pas forcément être heureux, mais la satisfaction, elle nous amène le bonheur. Donc quand nos enfants échouent ou vivent des difficultés, d'accord, au final, ça les construit. On leur montre que dans la vie, tout n'est pas toujours facile et que voilà, qu'ils vont vivre certaines choses difficiles et que c'est pas grave, ils vont s'en sortir. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mon enfant soit éduqué. Maintenant, j'aimerais vous demander, c'est quoi un enfant qui est éduqué? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous, par exemple, quand votre enfant fait ce caprice-là chez la grand-mère, est-ce que vous lui avez dit au début que vous êtes arrivé chez la grand-mère, vous lui avez dit, ah, tu te comportes mal, hein? N'oublie pas, surtout quand mamie, elle te dit, tu te comportes mal, hein, d'accord? Est-ce que c'est vous qui lui avez dit de faire ça? Est-ce que si je demande à votre enfant, après coup, je lui dis, voilà, est-ce que tu crois que ta maman ou que ton papa, il est d'accord avec ce que tu as fait? Est-ce que tes parents, ils t'ont éduqué dans ce chemin-là? L'enfant va dire non. Mais ma maman, elle est fâchée. Elle va être fâchée si je fais ça. Mais en fait, il y a une dynamique qui se crée, et ça, c'est une dynamique inconsciente, on en parle dans les ateliers, où l'enfant, malgré tout, choisit d'avoir des comportements négatifs. Mais si je demande à votre enfant quelles sont les valeurs de tes parents, ils sauront tout dire. Il faut faire ça, il faut se laver les dents, faut bien s'entendre entre frères et sœurs, il faut bien travailler, il faut faire ses devoirs, il faut ranger son sac, il faut ranger... Et pourtant, vous leur répétez 10 000 fois la même chose. Range ton sac, arrêtez de vous disputer, etc., etc. Pourtant, eux, ils savent que dans votre éducation, il faut bien se comporter, il faut pas se disputer. Ils le savent. Et pourtant, ils décident de se comporter autrement.
Donc, éduquer, vous l'avez fait. Éduquer, on éduque nos enfants. Mais éduquer, ce n'est pas réagir sans arrêt. Justement, on peut remarquer que la vraie éducation, par exemple, je ne sais pas si ici il y a des gens qui sont, si tout le monde est chômeur Shabbat ou pas, si tout le monde fait Shabbat. Mais je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est vraiment, il crève un peu les yeux. Pour les parents qui font Shabbat, j'ai un cours où je demande à chaque fois qui c'est qui a des enfants qui ont des problèmes avec les écrans, qui ne s'arrêtent pas, qui sont devant l'ordinateur, ils ne veulent pas s'arrêter devant la télévision ou avec le téléphone. Et en général, j'ai beaucoup de personnes qui lèvent la main. Je leur dis combien de fois vous leur demandez d'éteindre. Alors on me dit plein de fois, ils n'écoutent pas, seulement au bout de la 5e fois, de la 10e fois. Et alors je leur dis qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Alors là, ils me disent il n'y a pas de problème le Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, donc il n'y a pas de... Donc là, d'un coup, on passe de l'accro à l'ordinateur toute la semaine, mais le Shabbat, il n'est pas accro. On n'a même pas besoin de leur en parler, on n'a même pas besoin de leur expliquer. C'est comme la voiture. En voiture, la ceinture, d'accord? C'est pratiquement évident pour tous les parents qu'on ne va pas démarrer si notre enfant ne met pas sa ceinture. On va dire une fois, on ne va même pas le dire, et nos enfants vont se mettre la ceinture, sauf les bébés qu'on accroche nous-mêmes. Je parle des enfants qui peuvent déjà s'accrocher tout seuls. L'éducation, justement, je n'ai pas besoin de parler. C'est des choses qui sont évidentes chez moi, elles sont aussi évidentes chez l'enfant. Et j'aime comparer aussi les parents à un phare. En fait, on est un phare. Horim, c'est parents en hébreu, Horim. Et c'est la même racine que les horot. Les horot, derrière, montrer le chemin. Nous, en tant que parents, on montre le chemin. Mais nos enfants, après, ils ont le choix. Encore une fois, ce n'est pas moi qui leur donne le choix. On est avec le choix, le libre arbitre. Et même si je dis à mes enfants, il faut faire comme ça ou comme ça, ils peuvent coopérer, comme ils peuvent choisir de ne pas coopérer. Mais moi, je ne suis pas fautive de ça. Je ne suis pas fautive de ça si mon enfant choisit de ne pas coopérer. D'accord? Ça, c'est très important aussi de savoir que ce rôle de parent, je l'ai reçu de Dieu et qu'il n'y a aucune erreur là-dedans et que je suis le parent le plus qualifié pour mon enfant. Donc, à partir de là, je sais que moi, je suis comme un phare qui éclaire, si vous voulez. Et le phare, il ne descend pas dans la mer pour aller chercher les bateaux. Le phare, il est à sa place, il éclaire et il permet au bateau de rentrer au port. C'est exactement ça, un parent. Mais nous, on est sans arrêt en train de penser et de croire qu'on peut manipuler ou contrôler nos enfants. Et c'est quelque chose dans lequel on perd énormément d'énergie parce que notre enfant a le choix, il a le libre arbitre de coopérer ou pas. Alors, j'aimerais vous donner un petit exercice à faire avant le CDR, ça sera super. Cette semaine, pendant une semaine, vous prenez un petit carnet ou vous écrivez sur votre téléphone, c'est très, très important de l'écrire. Vous allez voir, c'est vraiment... après, les gens me disent c'est magique. En fait, ce n'est pas magique, c'est exactement le cours qu'on vient de voir. Alors, vous prenez un enfant avec qui vous avez un petit peu plus de difficultés. Et tous les jours, vous écrivez 7 choses de bon qu'a fait votre enfant. Alors, ça peut être des bonnes choses, par exemple, il a été gentil avec son frère, il a aidé son frère avec les autres. Ça peut être quelque chose qui vous a fait à vous. Il m'a aidé à faire ci, il a rangé sa chambre. Ça peut être quelque chose qu'il a fait, vous le voyez de côté, vous le voyez de loin et vous le voyez faire des bonnes choses. Et vous notez au moins, vous pouvez en noter plus, 7 choses qui vous ont apporté de la satisfaction quand vous avez regardé votre enfant. Ça peut être des petites choses, encore une fois. Il a aidé son frère, il a ramassé les jouets, peu importe, d'accord? Ça, c'est très important d'écrire. Et cet exercice-là, on le fait pour nous, en fait. On n'a pas besoin de le dire à l'enfant, on n'a pas besoin d'en parler. On le fait exclusivement pour nous. Ça nous aide à nous focaliser sur le bon et à multiplier le bon. Mais je le fais pour moi. Pas pour que l'enfant, encore une fois, pas pour manipuler l'enfant qui fasse des choses bien. Parce que je vais me dire, si je vois le bien, il va faire le bien. Non. Parce que, encore une fois, je ne peux pas le manipuler. Mais moi, je peux me contrôler à moi. Je peux contrôler mon regard. Et donc, je peux sélectionner là où je vais regarder ma vision et écrire 7 bonnes choses par jour. Vous allez voir, après, une fois que vous aurez fait ça pendant une semaine, vous pouvez aussi faire ça sur votre mari ou sur votre femme. Vous pouvez aussi faire le bon œil sur vous-même. C'est quelque chose de formidable. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et ça donne énormément de force. Et aussi, ce que vous pouvez faire,
Après, vous pouvez choisir, mais l'exercice vraiment à faire avant le Seder, c'est celui-là, d'écrire 7 bonnes choses sur un enfant que vous choisissez. Et moi, j'aime aussi beaucoup, au moment du repas du soir, alors je prends mes enfants, on est tous ensemble à table, et je leur dis, voilà, chacun à votre tour, vous allez dire une chose bonne que vous avez vue sur l'un de vos frères et sœurs, une bonne chose qui s'est passée dans la journée, peu importe, quelque chose de bon qui s'est passé dans la journée, à l'école ou au parc, peu importe ce que vous avez vu, et une bonne chose sur vous, sur vous-même, une bonne chose que vous avez faite. Et ça montre aux enfants que déjà on peut sélectionner notre regard et notre vision et se concentrer sur les bonnes choses. Deuxièmement, on bénit la maison, ils se bénissent les uns les autres. Et troisièmement, c'est vraiment être riche en fait. Être riche, c'est comme on dit, qui est riche, celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est exactement ça. C'est se concentrer dans le bon et être riche de toutes les bonnes choses qu'on voit. Alors, j'aimerais finir par une petite Mishnah dans les Perkei Avot, Perek 2. Rabbi Yochanan ben Zakkai pose une question. Il dit comme ça, sortez et voyez. Quel est le bon chemin auquel l'homme doit se coller et aller vers le bien? En fait, qu'est-ce qu'il demande Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il demande qu'est-ce qui va amener le bien à l'homme dans le monde? Qu'est-ce qui va amener le bien? Et Rabbi Eliezer, qui est toujours le rabbi qui répond en premier dans la Gemara et dans la Mishnah, dit Aïn Tova. Aïn Tova, c'est le bon œil. Alors, bien que ce ne soit pas la parole qui soit retenue, parce qu'ils retiennent une autre parole, le Bnei Issachar, qui est un très grand rave de Pologne, explique la réponse de Rabbi Eliezer. Et en fait, le Bnei Issachar, il dit comme ça, la première fois où le mot Tov, bon, apparaît dans la Torah, pour la première fois, c'est quand il y a écrit Vayar Hashem ki Tov. Dieu vu que c'était bon. En fait, quand Dieu créa la lumière, la première action de Dieu fut de voir et de voir le bien. Donc, de faire le bon œil. Voilà. Alors, j'aimerais parler en gros de l'atelier. Voilà, en fait, je suis formatrice de parents, comme je l'ai dit au début, et je crée des ateliers pour parents. Des ateliers de 12 à 15 séances, ça dépend. Et là, si Dieu veut, je vais finir un atelier que j'ai commencé en janvier et je vais commencer, Bezrat Hashem, un atelier le 18 avril où ça sera un atelier de 12 séances hebdomadaires. Alors, en fait, c'est des ateliers où on fait des séances théoriques, mais dans ces séances-là, elles sont agrémentées, si vous voulez, de pratiques. Donc, en fait, les parents montent un problème au début du cours. À chaque fois, c'est un parent différent. Et après, on résout le problème aux parents par rapport au cours qu'on a appris le même jour. Et à la fin de cet atelier, vous sortez avec plein d'outils pour pouvoir régler vos propres problèmes en tant que parent et avoir une parentalité sereine, heureuse, calme, retrouver l'amour, le calme dans votre maison. On aborde les disputes entre frères et sœurs, on aborde les relations avec les grands-parents, avec l'école, avec le père, la mère, les dynamiques négatives, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça inconsciemment. Et on parle aussi de comment avoir confiance en notre enfant, lui déléguer des responsabilités. Voilà, donc c'est un atelier qui est très, très, très riche. Et vraiment, je ne vous cache pas qu'il m'a changé la vie. Vraiment, il a changé ma vie. Et il change la vie d'énormément de parents qui font cet atelier-là. Donc, si vous avez des questions sur le cours, avec plaisir. Des questions sur l'atelier, avec plaisir. Et Nissim, Rav Nissim, si Dieu veut, va publier le flyer de l'atelier. Justement, si vous voulez, là-bas, il y a mon numéro de téléphone. Et vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Voilà. Alors, je serais très contente de répondre aux questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez, évidemment. Moi, j'aimerais à mon tour remercier Noémie de son intervention ce soir, puisque effectivement, l'approche du CEDER, c'est un des enjeux majeurs, en fait, de pouvoir passer un CEDER serein, avec parfois des enfants qui sont parfois fatigués, parfois un petit peu excités, et de faire en sorte de pouvoir les mettre à contribution le plus longtemps possible, alors que c'est encore possible. Et dire à quel point nos sages appuient sur le fait sur l'importance de pouvoir les mettre à contribution, quel que soit leur âge, dès qu'ils sont capables de pouvoir suivre le CEDER, de pouvoir arriver à les intégrer. Et
Et donc, l'importance de pouvoir les regarder de manière positive pour les mettre en valeur. Mais alors, pour reprendre le cas qu'on a abordé tout à l'heure avec le caprice. Alors, le caprice de chez la grand-mère, l'enfant qui, au début du cours, va chez sa grand-mère et qui fait un caprice. Alors, du coup, de quelle manière est-ce qu'on va lui dire sans lui dire? Parce qu'on a dit qu'on se concentre sur le bien, mais on a dit qu'on ne met pas la tête dans le sable non plus, on ne fait pas l'autruche. Alors, quelle va être la démarche équilibrée pour pouvoir en même temps dire à son enfant qu'il s'est comporté d'une manière qui n'était pas respectueuse vis-à-vis de sa grand-mère, ou en tout cas qui n'était pas productive vis-à-vis de la dynamique de groupe dans laquelle il était à ce moment-là, et en même temps ne pas se concentrer uniquement sur le négatif. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de ne pas en parler, se concentrer sur le bien, dans la voiture, leur dire ouais, vraiment, vous étiez super, mamie, elle était super contente, je suis fière de vous, etc. Et même pas en parler, puisque la mamie, elle a conclu le sujet, c'est clos. De toutes les façons, je peux en témoigner que si on lui dit, de toutes les façons, ça ne me promet rien du tout que la prochaine fois, il ne le fera pas. Et même, je pense qu'il le refera. D'accord? Ça, c'est déjà une chose. Donc déjà, ne pas en parler, ne pas donner à ça de l'importance, justement. D'accord? Parce que l'enfant, inconsciemment, il a peut-être envie, justement, qu'on donne de l'importance à ça. Et c'est pour ça que ça recommence et que ça recommence. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en parle énormément dans l'atelier. Mais au final, si je mets ça de côté, comme le sac poubelle au final, et que je vais me concentrer sur les 4 heures de bonnes choses, et je vais dire, voilà, ça s'est super bien passé, c'était génial, vous êtes super comme enfant, et je ne vais même pas en parler. J'éduque mon enfant parce que de toutes les façons, il le sait qu'il s'est mal comporté. Sa mamie l'a remise à sa place, enfin, ça c'est, voilà, donc, il le sait. Donc au final, est-ce que j'ai vraiment envie de donner de la place à ça le soir et d'en reparler? Pas forcément. Après, si tu veux vraiment, ça te creuse quelque chose, tu veux vraiment lui en parler, tu peux lui dire, écoute, c'était super chez mamie, tu t'es super bien comporté. C'est dommage ce petit caprice que tu as fait, mais bon, je suis sûre que tu recommenceras plus, que voilà. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est même pas obligé d'en parler. Moi, j'en aurais même pas parlé avec lui, en fait. Et je sais pourtant que je l'éduque correctement. Parce que je sais que mon éducation, ce n'était pas justement qu'il fasse ce caprice et que je n'ai pas envie de donner à ça de l'importance. Donc, justement, moi, j'aurais laissé ça de côté. Mais tout à l'heure, je dis aussi que ce n'est pas non plus mettre la tête dans le sable. C'est-à-dire, oui, exactement, mais je n'ai pas mis la tête dans le sable. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait, mais je choisis de ne pas le... Tu connais quand il y a des profs il y a un élève avec son téléphone. D'accord? Il y a un élève avec son téléphone et le prof, il peut en faire une histoire, il peut rentrer en conflit avec l'enfant, avec l'élève, il peut rentrer en conflit et il va y avoir un problème et puis son cours va partir en cacahuète, etc., etc. Ou alors, il peut aussi décider de ne pas mettre son œil là-dessus. Est-ce que c'est un mauvais prof? Non, au contraire. C'est un prof qui va se concentrer sur le bien. Et après, à la fin du cours, il peut le prendre à part et dire à l'élève, écoute, j'ai vu que tu étais sur ton téléphone, peut-être que tu avais des choses très importantes à voir. Tu devais aider ta maman, ou on peut essayer même de prendre les choses d'un côté ultra positif et d'essayer de trouver une excuse pourquoi il était sur son téléphone. Et je suis sûre que la fois d'après, l'élève, il ne ressortira pas son téléphone. Et ça, je suis prof aussi, donc je le vois. Je peux en témoigner aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour découvrir la méthode Schaeffer également? Parce qu'on rappelle que le prochain cycle commencera le 14 avril, c'est ça? Le 18 avril. Le 18 avril. Et vous avez, et donc je vous enverrai pour ceux qui le souhaitent un lien dans lequel il y aura le flyer avec les infos des contacts, la secours qu'on vient d'avoir qui sera enregistré, qui pourra également être accessible, et également la petite vidéo introductive qui avait été envoyée en annonce. Donc ça, vous pourrez également le faire partager à ceux que vous connaissez et qui pourraient être intéressés justement à avoir une démarche positive de manière d'appréhender les enfants et même les adultes qui nous entourent pour pouvoir se concentrer sur la positivité, surtout à l'approche de la fête de Pessah.
En tout cas, merci beaucoup, Noémie. Est-ce que avec tu veux plaisir. conclure? Oui, j'aimerais remercier Véronique. Je crois qu'il y a Sabrina qui a une question, peut-être? Moi, je n'ai pas une question, j'ai juste un petit témoignage. Je participe actuellement aux ateliers de Noémie et depuis, donc, je crois, 6 semaines, c'est ça à peu près. Et ben, on voit les choses autrement, on arrive à être positive sur des choses sur lesquelles on n'était pas auparavant et ça aide beaucoup. Merci Sabrina. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Il y a eu aussi un témoignage, elle écrit par Véronique, qui a dit que... Véronique aussi, elle fait l'atelier avec nous. Je peux témoigner que cet atelier change la vie en tant que parent et tout court en fait. Merci Noémie. Merci à toi Véronique. Merci Julien. Avec plaisir. En plus, c'est sincère. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur le cours? Merci Stéphane. Est-ce que vous avez des questions sur le cours? Je serais vraiment très contente de répondre. Voilà, si tel n'était pas le cas, on ne reste qu'à vous remercier, chère Noémie, de cette jolie approche, surtout encore une fois à l'approche du CEDER qui cette année va s'annoncer particulier puisqu'on va enchaîner Shabbat et les deux CEDERim, nous en Rousse la Rez, donc on aura 3 jours d'affilée, donc il dit 3 jours de bonheur et aussi 3 jours intenses parfois de tension, donc qu'il va falloir savoir accompagner en cours de route. Donc, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Et on vous encourage justement à pouvoir donner suite à cette méthode qui s'annonce en tout cas extrêmement enrichissante pour le bien de l'équilibre, notre équilibre de semaine proche. Merci beaucoup à tous. En vous souhaitant à tous une excellente soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée et Chag Sameach. Bonne soirée.